Un garçon en fugue a sauvé la fille d'un moteur des eaux glacées. Le lendemain, les moteurs ont changé sa vie. Le garçon a senti l'eau avant d'entendre les cris. Le froid lui a transpercé la semelle de ses chaussures aussi brusquement et instantanément que la voiture a dérapé et enfoncé le rail de sécurité. Le métal a grincé, la glace s'est fissurée. Puis la rivière a englouti le bruit et les phares ont disparu sous l'eau noire. Pendant une demi-seconde, la fille a continué à crier. Puis elle s'est tue. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je lis tous les commentaires. La rivière coulait vite à cette période de l'année, gonflée par la fonte des neiges et la pluie. Sa surface était recouverte de glace brisée qui cliquetait doucement en bougeant. Le garçon suivait la route qui longeait la rive, la capuche relevée, les mains enfoncées dans ses poches, comptant ses pas comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait rester invisible. Il n'était pas cessé d'être là. Il ne l'était jamais. L'accident s'est produit à 30 mètres devant lui, si près qu'il l'a ressenti dans sa poitrine. La voiture n'a pas fait de tonneau, elle n'a pas roulé, elle a juste glissé, comme si la route avait décidé de la lâcher. L'instant d'avant, elle était là, ses feux arrière rougeoyants dans l'obscurité. L'instant d'après, elle basculait, dans un angle impossible, le garde-corps se pliant comme s'il avait attendu ce moment. La voiture a heurté l'eau, le nez en premier. Le garçon s'est figé. Il a regardé le toit s'enfoncer, les feux arrière brillaient une dernière fois à travers les éclaboussures, puis tout est devenu noir, à l'exception de la surface de la rivière, bouillonnante à l'endroit où la voiture avait coulé. Le cri d'un enfant a déchiré la nuit, aigu, paniqué, trop proche. Le cœur du garçon s'est mis à battre à tout rompre. Son premier réflexe a été celui qui l'avait maintenu en vie pendant des années. Reculer, se détourner, disparaître avant l'arrivée des gyrophares, des sirènes et des questions. Puis le cri se transforma en quinte de tout. Le garçon courut. La berge était glissante, recouverte de boue et de givre. Il glissa sur les derniers mètres, heurta violemment l'eau et haleta lorsque le froid envahit ses jambes. Cela lui coupa le souffle si rapidement qu'il faillit faire demi-tour. Presque. La voiture était déjà en train de couler, inclinée vers le bas, poussée par le courant. Il pouvait maintenant voir le toit, juste sous la surface, des bulles s'échappant des fenêtres brisées. « Hey !» cria-t-il, la voix cassée. « Hey !» Pas de réponse. Il attendit plus profondément. L'eau lui montait au-dessus des genoux, des cuisses, de la taille. La glace lui coupait les mains alors qu'il repoussait des morceaux, les dents claquant violemment. Le froid n'était pas seulement du froid. C'était une douleur aiguë et désorientante qui criait à son corps d'arrêter. Il ne l'a pas fait. Il a plongé. Le choc fut total. La rivière se referma sur sa tête, noire et écrasante. La pression enserrant sa poitrine si fort qu'il paniqua pendant une demi-seconde et donna des coups de pied à l'aveuglette. Il ouvrit les yeux et ne vit rien d'autre que l'obscurité et la faible silhouette fantomatique de la voiture sous lui. Il redescendit, les doigts raclant le métal. Le toit était glissant. Ses mains glissaient inutilement jusqu'à ce qu'il trouve le bord d'un cadre de porte. Il donna des coups de pied, tira, se traîna le long du côté de la voiture, les poumons en feu, la tête tournant. À l'intérieur, une forme bougea. Un petit poing frappa faiblement contre la vitre. Le visage de la fille apparut à la fenêtre, pâle et déformé par l'eau, la bouche ouverte, mais silencieuse à présent, les yeux rivés sur les siens, écarquillés de terreur et de quelque chose de pire encore. De la confusion, comme si elle ne comprenait pas pourquoi tout avait si vite mal tourné. Le garçon attrapa la poignée et tira. Rien. Il réessaya, calant ses pieds contre la voiture qui coulait, les bras tremblant violemment. La porte ne bougeait pas. La pression la maintenait fermée, la rivière poussait, gagnant. Ses poumons hurlaient. Il refit surface juste assez longtemps pour avaler de l'air, puis plongea à nouveau, visant cette fois la fenêtre. Il enroula sa manche autour de son poing et frappa. Une douleur explosive lui parcourut le bras. La vitre se fissura mais ne se brisa pas. Il frappa à nouveau. Le troisième coup la brisa vers l'intérieur, les éclats lui déchirant la peau. Il passa son bras à travers, ignorant la douleur, tâtonnant à l'aveuglette jusqu'à ce que ses doigts trouvent du tissu. Il attrapa, tira, sentit la résistance du courant qui le combattait.
La fille ne l'aidait pas. Elle ne le pouvait pas. Son corps était maintenant inerte. Ses yeux papillonnaient. Des bulles s'échappaient de ses lèvres, entraînées lentes et inutiles. Non, 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 pensa le garçon, pris d'une panique intense et soudaine. Il passa son bras sous le sien et donna des coups de pied de toutes ses forces. Ils remontèrent ensemble à la surface. Le garçon haletait, étouffé, la traînant vers la rive alors que le courant tentait de l'emporter. De la glace lui fouettait le visage. Ses jambes lui semblaient ne plus lui appartenir, engourdies et lourdes. Mais il continua d'avancer centimètre par centimètre, glissant et rampant jusqu'à ce que ses genoux touchent à la boue. Il s'effondra, l'entraînant avec lui. Elle ne respirait plus. Le garçon la retourna sur le côté, les mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine les positionner. Il appuya fortement sur sa poitrine, puis à nouveau crachant l'eau de ses propres poumons pendant qu'il s'efforçait de la ranimer. « Respire », murmura-t-il, la voix brisée. « S'il te plaît. » Son corps se secoua soudainement, une violente quinte de toux arrachant l'eau de sa gorge. Elle aspira de l'air avec un bruit humide et brisé et se mit à pleurer faiblement. Le son était faible mais réel. Le garçon s'affaissa en avant, le soulagement le submergeant si fort qu'il faillit perdre connaissance. Des phares apparurent sur la route au-dessus d'eux, lointains mais se rapprochant. Quelqu'un cria. Une autre voix répondit. Le garçon baissa les yeux vers la fille, qui tremblait maintenant violemment, ses petites mains agrippées à sa veste trempée. Elle était vivante à peine, mais vivante. Cela suffisait. Il se leva, les jambes chancelantes, détacha doucement ses doigts de sa manche et tituba vers les arbres. Au moment où la première voiture s'arrêta et où les portes claquèrent, il s'éloignait déjà. De l'eau coulait de ses vêtements, ses mains saignaient, son corps tremblait de manière incontrôlable. Il ne regarda pas en arrière. Derrière lui, les gens criaient des ordres. Quelqu'un s'agenouilla près de la fille. Des sirènes retentissaient au loin. Le garçon disparut dans l'obscurité le long de la rive, convaincu d'une seule et unique chose. Si quelqu'un le trouvait, cela ne se terminerait pas bien. Il ne savait pas que la file qu'il avait sortie de l'eau glacée était la file d'un moteur dont le nom avait du poids dans des endroits où la loi agissait lentement. Il ne savait pas que dès le lendemain matin, une centaine de moteurs seraient en train de chauffer. Il savait seulement que cette nuit-là, il avait sorti quelqu'un de la rivière et que demain, tout serait différent. Le froid l'empêchait d'aller loin. Au moment où les cris s'estompèrent derrière lui et où le bruit de la rivière engloutit tout le reste, ses jambes cessèrent de répondre comme elles le devaient. Ce n'était pas de la douleur, mais de l'engourdissement. Lourde et distante, comme s'il transportait le corps de quelqu'un d'autre à travers les arbres. Il trébucha une fois, se rattrapa à un tronc, l'écorce lui écorchant les paumes. De l'eau coulait de ses vêtements à chaque pas. Ses bottes glougloutaient doucement dans l'obscurité. Il respirait par à-coups, de la buée s'échappant de sa bouche, mais il ne sentait plus ses lèvres. Cela l'effrayait plus que la rivière. Il continua jusqu'à ce que la route disparaisse de sa vue, jusqu'à ce que les lumières ne soient plus qu'une lueur derrière le virage, puis s'effondra sous un bosquet de pins où le sol s'abaissait et où le vent ne pouvait pas l'atteindre aussi facilement. Il se recroquevilla sur le côté, les bras autour de la poitrine, les dents claquant si fort que sa mâchoire lui faisait mal. Réfléchis, bouge, ne dors pas. Il avait appris cette règle très tôt. Dormir dans le froid n'était pas se reposer. C'était capituler. Il ôta d'abord sa veste, les doigts maladroits et lents, les mains ensanglantées par les coupures causées par le verre. Il essora le tissu, l'eau coulant dans la saleté, puis le remit quand même. Être mouillé était mauvais. Être nu était pire. Il remonta sa chemise à mi-hauteur et se frotta vigoureusement la poitrine, essayant de réchauffer une peau qui ne semblait plus lui appartenir. Ses pensées étaient fragmentées. Le visage de la fille derrière la vitre, la façon dont ses yeux s'étaient fixés sur les siens, le son qu'elle avait émis lorsqu'elle avait enfin respiré. Cette partie le maintenait ancré. Il rampait vers un tronc d'arbre tombé et s'y cala contre, bloquant ainsi le pire du vent. Ses muscles étaient maintenant pris de violents spasmes, et tout son corps tremblait de manière incontrôlable. Il se concentra sur le comptage de ses respirations, appuyant ses mains nues sur ses côtés, jusqu'à ce que la douleur lui rappelle qu'il était toujours là. Les minutes passèrent, peut-être plus. Le temps avait perdu tout son sens depuis que le froid s'était installé ainsi. Finalement,
Les tremblements ralentirent, non pas parce qu'il se réchauffait, mais parce que son corps était à bout de force. Non, murmura-t-il d'une voix à peine audible. Pas encore. Il se força à se redresser et tituba vers le chemin qui longeait la rivière, sachant que s'il restait immobile, il ne pourrait plus se relever. Chaque pas lui donnait l'impression d'avancer dans la boue. Sa vision se rétrécissait, les contours s'assombrissaient, mais il continuait d'avancer, un pied devant l'autre, comptant ses pas à voix haute pour rester conscient. Lorsqu'il atteignit l'ancienne route de service, les sirènes retentissaient de partout. Des lumières rouges et bleues balayaient les arbres, se reflétant sur l'eau, la glace et l'asphalte mouillé. Il se baissa instinctivement, glissa le long d'un talus et se réfugia dans un canal de drainage où il avait déjà dormi plus d'une fois. Le béton à l'intérieur était glacé, mais sec. Il s'effondra contre le mur, la poitrine haletante, et appuya son front contre la pierre froide. Des voitures passaient au-dessus de lui, des portes claquaient, des voix l'appelaient, mais il ne répondait pas. Il resta immobile. Au bout d'un moment, les sirènes s'éloignèrent, convergeant vers la rivière. Le bruit s'estompa, remplacé par le murmure lointain de l'eau et le craquement doux de la glace qui se déplaçait en aval. Le garçon resta recroquevillé dans le canal jusqu'à ce que sa respiration ralentisse et que ses tremblements s'atténuent suffisamment pour qu'il puisse bouger à nouveau. Ses mains étaient désormais raides et enflées, ses doigts pouvaient à peine se plier. Le sang avait séché et noirci le long de ses jointures et de ses poignets. Il les fléchit prudemment et grimaça. À l'aube, il émergea dans une lumière grise et misérable. La rivière était à nouveau calme, sa surface seulement troublée par la glace qui se déplaçait lentement. Des traces de pneus marquèrent la route au-dessus, fraîches et profondes. Quelqu'un avait laissé une couverture sur la berge, déjà trempée et abandonnée. Une ambulance était garée de travers près de la glissière de sécurité, ses portes arrière ouvertes. La fille avait disparu. Cela aurait dû le soulager. Au lieu de cela, il y eut un haut le cœur. Il remit sa capuche et s'éloigna des lieux, gardant la tête baissée tandis que les secouristes discutaient entre eux, revivant la nuit en phrases saccadées. Personne ne le regardait, personne ne remarquait le garçon trempé aux mains, ensanglanté, qui se faufilait entre les arbres. En milieu de matinée, le froid s'était infiltré plus profondément en lui, s'installant dans ses os. Il trouva refuge sous un pont à 1 kilomètre en aval, retira à nouveau sa veste et la tordit une dernière fois avant de la remettre. Il ne mangea rien. Il n'avait rien à manger. Dans l'après-midi, l'histoire avait commencé à évoluer sans lui. Un enfant repêché dans l'eau glacée, un sauvetage miraculeux. Un garçon inconnu qui avait disparu avant l'arrivée de la police. Il en entendit des bribes à la radio qui jouaient quelque part à proximité, dans la conversation téléphonique d'un ouvrier du bâtiment, dans les propos d'un passant qui ralentissait pour regarder la rivière comme si elle pouvait lui révéler quelque chose. Le garçon gardait ses distances. Les miracles attiraient l'attention. L'attention suscitait des questions. Les questions menaient à des endroits aux portes verrouillées, avec des bloc-notes et des gens qui parlaient doucement tout en décidant de votre avenir sans vous consulter. Alors que la nuit tombait à nouveau, son corps a enfin commencé à se réchauffer suffisamment pour que la douleur s'installe correctement. Tous ses muscles hurlaient, ses mains lui faisaient mal, d'une douleur profonde et incessante. Il s'est recroquevillé sous le pont, sa veste bien serrée autour de lui, et a fixé le plafond en béton au-dessus de lui. Quelque part dans la ville, une fille était allongée, enveloppée dans des couvertures chauffantes, des machines ronronnant doucement à côté de son lit. Les médecins parlaient d'un ton prudent. Les téléphones sonnaient. Un homme vêtu de cuir et dégageant une autorité était assis, immobile, écoutant des mots qui changeaient la forme de son monde. Le garçon ne savait rien de tout cela. Il savait seulement qu'il survivrait à la rivière, et que si quelqu'un le reliait à elle, sa vie telle qu'il la connaissait, aussi précaire et dangereuse soit-elle, serait terminée. Il fit donc ce qu'il faisait toujours quand les choses tournaient mal. Il resta invisible. La fille se réveilla en toussant. Pas une toux légère et saccadée comme celle qu'elle avait eue dans la rivière, mais d'une toux profonde et douloureuse qui lui déchirait la poitrine et la laissait haletante entre deux respirations. Une infirmière arriva immédiatement, les mains fermes, la voix basse et expérimentée, ajustant les tubes et les couvertures, tandis que les machines émettaient de légers bips en arrière-plan.
Elle respire toute seule, dit l'infirmière à quelqu'un qui se trouvait hors de vue. C'est bon signe. Les yeux de la fille s'ouvrirent. La lumière lui faisait mal, les sons lui faisaient mal. Tout semblait à la fois trop grand et trop proche. Elle essaya de bouger, mais n'y parvint pas. La panique monta en elle jusqu'à ce qu'une main se pose doucement sur son épaule. Doucement, dit l'infirmière. Vous êtes en sécurité. En sécurité. Ce mot ne lui semblait pas encore approprié. Où? Demanda la jeune fille d'une voix rauque. Vous êtes allé à l'hôpital, répondit l'infirmière. Vous êtes tombé dans la rivière. Quelqu'un vous a sorti de l'eau. La jeune fille fronça les sourcils. Des souvenirs lui revinrent par flash. La barrière de sécurité, l'eau qui jaillissait à travers le pare-brise, le froid qui lui coupait le souffle, puis un visage proche, tendu, les yeux rivés sur les siens à travers l'eau sombre. Le garçon, murmura-t-elle. L'infirmière marqua une pause. Quel garçon? Il est entré, dit la jeune fille d'une voix faible. Il ne s'est pas arrêté. L'infirmière échangea un regard avec le médecin qui venait d'entrer dans la pièce. Vous vous souvenez de son apparence? La jeune fille secoua lentement la tête. Froid, dit-elle. Il avait l'air froid. C'est tout ce qu'elle put dire avant que l'épuisement ne la replonge dans le sommeil. À l'extérieur de la chambre, un homme se tenait immobile. Il était si imposant que le couloir semblait se rétrécir autour de lui, sa veste en cuir soigneusement pliée sur un bras, les mains jointes comme s'il tenait quelque chose de fragile et d'invisible. Son visage était dur, comme celui de quelqu'un qui, depuis des années, choisissait de ne pas céder. « Elle est stable, » dit le médecin à voix basse. « Hypothermie, quasi-noyade. Quelques minutes de plus et notre conversation aurait été très différente. » L'homme acquiesça d'un signe de tête. « Qui l'a sauvé? » Le médecin hésita. « Nous ne savons pas. Un garçon, apparemment. Des témoins disent qu'il a disparu avant l'arrivée des secours. » L'homme serra légèrement les mâchoires. « Un garçon, répéta-t-il. « Oui. Est-il resté avec elle? » « Non, répondit le médecin, mais il l'a sorti de là. C'est ce qui compte. » L'homme regarda à travers la vitre la chambre où sa fille était allongée, enveloppée dans des couvertures, entourée de machines qui ronronnaient comme des gardes silencieux. Il imagina la rivière la nuit, la glace, la force qu'il fallait pour plonger une seule fois, sans parler de revenir avec quelqu'un d'autre. « Trouvez-le, dit-il. » Le médecin cligna des yeux. « Excusez-moi. » L'homme reporta son regard sur elle. « Quelqu'un est allé dans l'eau et a sorti mon enfant. Il ne l'a pas fait pour une raison particulière. Il n'attendait pas de louange. Cela me dit quelque chose. » Le médecin acquiesça lentement. « La police essaie déjà à sa recherche. » La voix de l'homme resta calme. « Ils chercheront comme ils le font toujours. Je veux chercher autrement. » Il s'éloigna de la vitre et sortit son téléphone. Le premier appel resta sans réponse. Le deuxième sonna 2 fois. « Oui, répondit une voix à l'autre bout du fil. « J'ai besoin de vous, dit l'homme. Et j'ai besoin que vous restiez discret. À quel point? Assez discret pour que l'enfant ne s'enfuit pas s'il vous voit arriver. Une pause. Vous pensez qu'il le fera? Je sais qu'il le fera. Répondit l'homme. Les enfants comme lui le font toujours. De l'autre côté de la ville, sous le pont, le garçon était assis, le dos appuyé contre le béton froid, fixant ses mains. Elles étaient en pire état qu'il ne l'avait pensé, la peau fendue et enflée, les jointures violettes, les doigts raides et lents à réagir. Il les fléchit prudemment, la douleur devenant vive et brûlante maintenant que la chaleur était revenue suffisamment pour qu'il la sente. Il accueillit la douleur avec soulagement. La douleur signifiait qu'il était toujours là. Une radio grésillait quelque part à proximité, celle de quelqu'un d'autre, pas la sienne. Il capta des bribes de voix à travers les parasites. Sauvetage miraculeux d'un mineur inconnu près du pont sud. Il appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux. Inconnu, c'était bien. Inconnu, c'était sûr. Mais le mot miracle le dérangeait. Les miracles attiraient l'attention. L'attention poussait les gens à poser des questions dont ils n'avaient pas besoin de connaître les réponses. Il rabattit sa capuche et s'enfonça davantage dans l'ombre, réfléchissant déjà à la distance qu'il allait parcourir avant que la lumière du jour ne rende sa cachette plus difficile. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'ailleurs dans la ville, un homme qui vivait selon un code plus ancien que la loi venait de faire un autre plan. Un plan qui n'impliquait ni menottes ni bloc-notes. Un plan qui commençait par retrouver un garçon qui était tombé dans l'eau glacée et en était ressorti,
et qui consistait à ne pas le laisser disparaître. La recherche ne commença pas par du bruit. Elle commença par du café. Un restaurant du sud de la ville qui ne fermait jamais. Des banquettes en vinyle craquelées par le temps. Un grill qui ne refroidissait jamais assez pour cesser de siffler. Des hommes qui roulaient toute la nuit et parlaient très peu lorsqu'ils s'arrêtaient. Un par un, les motos arrivaient juste après le lever du soleil. Pas de formation, pas d'écusson visible, juste des moteurs qui se calaient, des casques mis de côté, de la vapeur s'élevant des vestes encore raides de froid. L'homme arriva en dernier. Il ne se présenta pas. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde savait déjà pourquoi ils avaient été appelés. Un enfant est tombé dans la rivière hier soir, dit-il calmement, une fois la porte refermée derrière lui. J'ai sorti ma fille de l'eau. Cela a attiré l'attention sans drame. Il s'est enfui avant que les gyrophares n'apparaissent, continua l'homme. La police le considère comme un témoin. Les médias le qualifient de miracle. Cela signifie qu'il est déjà en danger. Une femme en face de lui acquiesça. Un enfant comme ça ne reste pas en place. Non, répondit l'homme. Il se cache, il se déplace, il disparaît. Un mécanicien, les ongles encore gras, se pencha en avant. Que cherchons-nous? Des vêtements mouillés, des mains coupées, quelqu'un qui ne veut pas d'aide, répondit l'homme. Des passages souterrains, des tunnels de drainage, tous les endroits où le froid ne l'a pas encore chassé. Et les flics? Demanda quelqu'un. L'homme secoua la tête. On ne les poursuit pas, on ne lui fait pas peur, on ne le touche pas. Le silence s'installa. S'il pense qu'on vient lui réclamer une dette, ajouta l'homme, il courra jusqu'à ce qu'il s'écroule. L'affaire était réglée. Ils se séparèrent sans avoir besoin de se répartir les tâches. Tous connaissaient des endroits que la ville avait oubliés. Des endroits où les enfants finissaient quand le système décidait qu'il était plus facile de les perdre que de les aider. D'abord les passages souterrains, les voies ferrées, les chantiers fermés pour l'hiver. Les moteurs roulaient lentement, moteurs silencieux, s'arrêtant pour parler à des gens à qui personne ne parlait jamais. Ils ne posaient pas de questions directes. Ils écoutaient. Un agent de sécurité mentionna un enfant trempé vu près du pont sud avant l'aube. Une femme à la soupe populaire dit que quelqu'un aux mains ensanglantées avait refusé des gants et était parti. Un agent d'entretien jurait avoir vu un garçon essorer une veste sous l'ancienne voie de garage. Chaque détail circulait par téléphone, sans nom. De l'autre côté de la ville, le garçon sentait la ville se resserrer autour de lui, non pas comme un piège, mais comme un filet tendu sans urgence. Il le remarqua lorsqu'une voiture de police ralentit près du pont, puis repartit sans s'arrêter. Lorsqu'un inconnu lui offrit un café et n'insista pas lorsqu'il refusa. Lorsque les gens regardaient ses mains, puis détournèrent le regard trop rapidement. C'était nouveau. Il rassembla le peu qu'il possédait, un demi-sandwich emballé dans du papier, un briquet qui fonctionnait à peine, un sweat à capuche encore raide d'eau de rivière séchée, et il repartit, se dirigeant vers la voie de service le long de la voie ferrée où personne ne posait de questions. Il ne vit pas la moto garée à un pâté de maison. Il n'entendit pas le moteur s'arrêter. Un homme en descendit lentement, les mains visibles, la posture détendue, comme s'il n'avait nulle part où aller. « Il fait froid cette nuit », dit l'homme sans le regarder directement. Le garçon s'arrêta immédiatement. « Oui », répondit-il, calculant déjà la distance, les issues, la vitesse. L'homme acquiesça. « Les rivières sont dangereuses à cette période de l'année. » Le garçon serra les mâchoires. « Vous êtes avec les flics ?» L'homme secoua la tête. « Non. Les services sociaux ?» Il secoua à nouveau la tête. « Non. Alors pourquoi vous me parlez ?» L'homme le regarda dans les yeux, calme et déterminé. « Parce que quelqu'un est entré dans l'eau hier soir sans raison. » Le silence s'éternisa. Le garçon recula d'un pas. « Je ne l'ai pas fait pour quoi que ce soit. »« Je sais, » dit l'homme, « c'est pour ça que je suis là. » Le garçon l'observa attentivement, cherchant à le cerner. « Vous allez me dénoncer? »« Non. »« Vous allez m'emmener quelque part? »« Non. »« Alors quoi? » L'homme fouilla lentement dans sa veste et en sortit une paire de gants secs qu'il posa sur le capot de la moto entre eux. « Je vais les laisser là. Tu les prends ou tu ne les prends pas. » Le garçon fixa les gants. « Ils sont à toi, » ajouta l'homme, sans condition. Après un long moment, le garçon secoua la tête. « Je ne prends pas les choses. » L'homme hocha la tête comme s'il s'y attendait. « D'accord. » Il recula, lui laissant à nouveau de l'espace. « Écoute, la fille est en vie, elle respire toute seule.
Les épaules du garçon s'affaissèrent légèrement. Tant mieux, dit-il doucement. Elle te demande, continua l'homme. Pas ton nom, juste toi, dit le garçon en déglutissant. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'en as pas causé, répondit l'homme. Tu es juste arrivé au bon moment. Le garçon regarda derrière lui, vers les rails vides. Les gens ne font pas ça sans rien attendre en retour, dit l'homme d'une voix calme. Certains d'entre nous le font. Il se retourna vers la moto et démarra le moteur sans un mot. Les gants restèrent sur le capot. Le garçon attendit longtemps après que le bruit se soit évanoui. Puis, lentement, prudemment, il tendit la main et les ramassa. Ils étaient chauds. Cela l'effraya plus que la rivière ne l'avait jamais fait. Les gants restèrent dans sa poche plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Il continua à marcher après la disparition de la moto, ses bottes crissant doucement sur le gravier à côté des rails, le cœur encore battant à cause de cette rencontre. Tous ses instincts lui disaient de les jeter, de les laisser quelque part et de continuer à avancer comme si de rien n'était. Mais le froid était trop profond. Après 1 kilomètre, ses doigts cessèrent à nouveau de lui obéir. L'engourdissement revint, familier et dangereux. Il ralentit, jura entre ses dents et finit par sortir les gants. Ils étaient épais, doublés, du genre conçu pour un véritable hiver, pas seulement pour le supporter. Il les enfila. La chaleur le frappa immédiatement, assez vive pour le faire siffler. Il fléchit lentement les mains, regardant la couleur revenir dans ses doigts. Cela lui semblait anormal, comme une erreur, comme accepter quelque chose qu'il ne pourrait pas rendre. Il enfonça ses mains dans ses poches et continua d'avancer. À midi, la ville avait appris à raconter l'histoire à voix haute. Pas les détails, pas encore, juste les grandes lignes. Un enfant repêché dans une rivière, un héros en fuite, un garçon inconnu. Il entendit les conversations provenant d'une boutique ouverte, d'une radio posée sur le haillon d'un camion, de 2 hommes discutant tranquillement près d'un stand de café pour savoir si quelqu'un ferait réellement une chose pareille sans vouloir attirer l'attention. Le garçon gardait la tête baissée. L'attention était la dernière chose qu'il souhaitait. Il passa sous un autre pont et se réfugia dans une étroite bande d'arbres qui longeait le méandre de la rivière. Le sol y était mou, recouvert de vieilles feuilles et de glace. Il s'accroupit près d'un tronc d'arbre tombé, tira sa capuche sur sa tête et attendit. Si on attendait assez longtemps, les gens oubliaient qu'on existait. Cela avait toujours fonctionné auparavant. Mais cette fois-ci, l'attente était différente. Son corps tremblait, non plus à cause du froid, mais à cause d'une réaction tardive. La rivière se rejouait derrière ses yeux, la pression, l'obscurité, le visage de la fille à la fenêtre. Il pressa ses mains gantées contre ses genoux et respira profondément, la mâchoire serrée, jusqu'à ce que le souvenir s'estompe suffisamment pour disparaître. Au début, il ne remarqua pas le bruit des moteurs. Ils étaient trop loin, trop réguliers. Lorsqu'il les enregistra enfin, il savait déjà ce qu'ils signifiaient. Ce n'étaient ni des sirènes, ni la circulation, ni des motos. Il se leva lentement, tous ses muscles tendus. 3 motos apparurent sur la route de service au-dessus des arbres et s'arrêtèrent. Les moteurs s'éteignirent. Pas de vrombissement, pas de mouvement brusque. L'homme de tout à l'heure descendit le premier. Il ne descendit pas le talus. Il resta où il était, visible, les mains ballantes le long du corps. « Tu n'as pas besoin d'aller nulle part, » dit l'homme calmement. « Je voulais juste m'assurer que tu n'étais pas gelé. » Le garçon ne répondit pas. Une autre motarde descendit de sa moto et s'appuya contre elle, les bras croisés, les yeux fixés sur la rivière plutôt que sur lui. Un troisième resta assis, casque sur la tête, moteur en train de refroidir. Personne ne s'approcha. « Cette rivière prend plus qu'elle ne donne, » continua l'homme. « Tu en es sorti en portant quelqu'un d'autre. Ça a un prix. » Le garçon déglutit. « Je t'ai dit que je ne voulais pas d'ennui. »« Tu n'as pas d'ennui, » répondit l'homme. « Tu es au milieu d'une situation que tu n'as pas choisie. » Le garçon rit doucement, amèrement. « C'est toute ma vie. » L'homme acquiesça comme si cela avait du sens. « Oui, c'est logique. » Le silence s'étira, seulement rompu par le bruit lointain de l'eau et le doux tic-tac des moteurs qui refroidissaient. « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» demanda le garçon. L'homme n'hésita pas. « Parce que si les mauvaises personnes te trouvent en premier, elles te mettront dans un endroit dont tu ne pourras pas sortir. » Cela eut plus d'impact que n'importe quelle menace. Les épaules du garçon se raidirent. « Je ne retournerai pas là-bas. »
Je sais, dit l'homme, c'est pour ça que je reste ici et que je ne t'attrape pas. Le moteur appuyé contre la moto prit la parole pour la première fois, d'une voix basse et calme. Personne n'est là pour t'enfermer. On veut juste éviter que le système décide à ta place. Le garçon regarda tour à tour les deux hommes, les yeux perçants, cherchant des mensonges. Vous ne me connaissez même pas. Nous savons ce que tu as fait, répondit l'homme, et nous savons ce qui arrive aux enfants qui font ce qu'il faut et qui se font remarquer pour cela. Le garçon baissa les yeux vers ses mains gantées, puis les releva. Je ne l'ai pas sauvé pour être sauvé. La bouche de l'homme se tordit dans un sourire à peine esquissé. Tant mieux, car ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il recula d'un pas, augmentant délibérément la distance entre eux. Il y a un endroit où tu peux te réchauffer, des vêtements secs, un médecin qui ne te demandera pas ton nom à moins que tu ne le souhaites. Et ensuite, demanda le garçon. Ensuite tu pars, répondit l'homme. Où tu restes, c'est toi qui décides. Le garçon regarda au-delà d'eux, vers la route ouverte, la rivière, la ville qui lui semblait soudain plus petite que ce matin-là. Et si je refuse, demanda-t-il. Alors nous partirons, répondit l'homme. Et tu ne nous reverras plus. Le garçon expira lentement, son souffle embuant l'air. La rivière coulait, indifférente. Pendant des années, chaque choix qu'il avait fait s'était soldé par un mur. Pas celui-ci, juste de l'espace. Juste pour me réchauffer, dit-il finalement. Rien d'autre. L'homme acquiesça d'un signe de tête. Ça suffit. Personne n'applaudit, personne ne bougea rapidement. Ils attendirent que le garçon grimpe seul le talus, ses bottes glissant légèrement sur le givre, les mains fermes dans les gants empruntés. Lorsqu'il atteignit de la route, l'un des moteurs lui tendit un casque et recula immédiatement. « Ne t'inquiète pas, dit-elle, tu ne vas pas loin. » Le garçon prit le casque, sentit son poids, sa solidité. Pour la première fois depuis la rivière, il sentit quelque chose d'inattendu monter en lui à travers le froid et la peur. Ce n'était pas du soulagement, mais une possibilité. Le trajet fut plus court que prévu. Cela le déstabilisa également. Il s'assit derrière la femme qui lui avait tendu le casque, les mains posées légèrement sur ses côtés, sans s'agripper ni s'accrocher. La moto roulait de manière fluide et régulière. Pas d'accélération soudaine, pas de slalom entre les voitures, juste une glisse contrôlée sur des routes secondaires qu'il ne reconnaissait pas, mais auxquelles il faisait davantage confiance qu'aux rues principales. L'air froid lui coupait le visage, vif et pur. Le casque étouffait suffisamment le monde extérieur pour que ses pensées ralentissent, la rivière finissant par s'éloigner de son esprit. Les lampadaires défilaient à un rythme régulier, chacun marquant la distance sans attirer l'attention. Il ne parlait pas. Lorsque la moto s'arrêta, ce n'était pas devant un club ou un endroit qui semblait important. Juste un vieux bâtiment en briques niché derrière un garage fermé. Les fenêtres étaient éclairées mais couvertes. Le genre d'endroit que l'on aurait pu passer 100 fois sans le remarquer. À l'intérieur, la chaleur le frappa comme un mur. Pas une chaleur intense, juste une chaleur constante et patiente qui imprégnait ses os et faisait légèrement trembler ses genoux. Il se rattrapa à un établi, gêné par sa faiblesse, mais personne ne fit de commentaire. Un homme aux cheveux roses leva les yeux d'une table jonchée d'outils et de bandages. Son regard se posa directement sur les mains du garçon. « Bon sang, marmonna-t-il. Rivière. » Le garçon acquiesça d'un signe de tête. « Assieds-toi, dit l'homme déjà en mouvement. Ce n'était pas par ordre. C'était par instinct. Le garçon s'assit. L'homme travailla avec soin, coupant le tissu mouillé, nettoyant les coupures, bandant les doigts enflés avec une pratique insuffisante. Il ne demanda pas son nom. Il ne demanda pas d'où venait le garçon, ni où il avait dormi. Il se contenta de travailler, les mains fermes, la voix basse. « Tu as de la chance, » dit-il à un moment donné. « Une eau aussi froide tue rapidement. » Le garçon haussa les épaules. Il ne se sentait pas chanceux. L'homme renifla. Personne ne se sent jamais chanceux. Quelqu'un tendit une serviette au garçon, puis des vêtements secs. Un sweat à capuche qui ne sentait ni la rivière ni la fumée. Il l'enfilait lentement, les muscles raides, le corps protestant à chaque mouvement. « La soupe est prête, » dit quelqu'un à l'arrière. Il hésita. L'homme au bandage leva les yeux. Mange ou ne mange pas, mais c'est là. Le garçon mangea. Il n'avait pas réalisé à quel point il était affamé jusqu'à ce que la première cuillerée touche son estomac et le rende étourdi. Il ralentit,
se forçant à respirer entre chaque bouchée, conscient des regards qui ne le regardaient pas tant que ça, mais observaient plutôt la pièce autour de lui. Maintenant quelque chose d'invisible. Au bout d'un moment, l'homme qui lui avait parlé en premier, celui qui avait laissé les gants, s'approcha. Elle est réveillée, dit-il doucement, respirant par elle-même. Les médecins disent qu'elle va s'en sortir. Le garçon acquiesça, soulagé, sentant quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Tant mieux. Elle a demandé de tes nouvelles, ajouta l'homme. Elle n'a pas demandé ton nom, juste si tu étais sorti de l'eau. Le garçon baissa les yeux vers son bol. Je ne suis pas resté. Tu es resté assez longtemps, dit l'homme. Le silence s'installa à nouveau, plus confortable cette fois. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda finalement le garçon. L'homme ne se précipita pas pour répondre. Cela dépend de toi. Je ne vais pas dans les foyers collectifs, dit immédiatement le garçon. Je ne retourne pas dans le système. Je sais, répondit l'homme. Nous ne sommes pas là pour te forcer quoi que ce soit. Le garçon plissa légèrement les yeux. Tout le monde dit ça. Oui, acquiesça l'homme, et la plupart mentent. Il s'appuya contre la table, gardant une certaine distance entre eux. Les flics vont vouloir te parler, les services sociaux aussi. Ils te traiteront de héros, puis ils essaieront de te placer quelque part. Et vous? Demanda le garçon. Nous voulons que tu restes en vie, répondit simplement l'homme, et que tu ne sois pas brisé par des gens qui ne te comprennent pas. Le garçon le fixa du regard. Pourquoi? L'expression de l'homme ne changea pas, mais sa voix s'adoucit légèrement. Parce que tu es allé dans l'eau alors que tu n'étais pas obligé de le faire, et parce que mon enfant est en vie. Cela fit son effet. Tu ne nous dois rien, continua l'homme. Ce n'est pas une dette, c'est un choix. Le garçon repoussa son bol vide. Ses mains lui faisaient encore mal, mais la douleur était désormais supportable, maîtrisée. Et si je pars demain? Demanda-t-il. Alors tu pars, répondit l'homme. Personne ne t'en empêche. Et si je reste? L'homme le regarda dans les yeux. Alors nous nous interposerons entre toi et les pires options. Le garçon se pencha en arrière sur sa chaise, réfléchissant à tout cela. Pas de pression, pas de compte à rebours, juste le poids d'une décision qui lui appartenait réellement. Dehors, les moteurs démarraient les uns après les autres. Les moteurs s'éloignaient dans la nuit, retournant à leur vie. Pas de cérémonie, pas d'hésitation. Le garçon les regardait à travers la fenêtre couverte et réalisa autre chose qui le surprit. Pour la première fois depuis longtemps, les gens le laissaient derrière eux. Non pas parce qu'ils s'en moquaient, mais parce qu'ils étaient convaincus qu'il ne disparaîtrait pas dès qu'ils auraient le dos tourné. Il se leva lentement, testant ses jambes. Juste pour cette nuit, dit-il. L'homme acquiesça. Juste pour cette nuit. Le garçon le suivit dans un petit couloir jusqu'à une petite pièce avec un lit de camp, des couvertures propres et une porte qui se fermait doucement, mais ne se verrouillait pas. Tu peux la verrouiller si tu veux, dit l'homme. Ou pas. Le garçon s'assit sur le bord du lit de camp et attendit que l'homme parte avant de s'allonger tout habillé, les yeux fixés au plafond. Le sommeil le gagna rapidement et profondément, l'entraînant vers le fond avant qu'il n'ait pu protester. Et pour la première fois depuis la rivière, lorsqu'il ferma les yeux, il ne vit pas d'eau noire. Il vit la lumière se refléter à la surface et lui-même remonter à la surface. Le matin arriva sans permission. Le garçon se réveilla au son d'un mouvement quelque part derrière les murs. Des bottes sur le béton, une porte qui s'ouvrait, une voix qui murmurait doucement et calmement. Pendant une demi-seconde, son corps se raidit, ses vieux instincts se réveillant, prêts à fuir. Puis il se souvint où il était. La pièce était toujours la même. La porte était toujours fermée mais déverrouillée. La couverture était toujours lourde et réelle sur sa poitrine. Ses mains lui faisaient toujours mal, mais d'une manière qui signifiait la guérison, pas le danger. Il s'assit lentement et fléchit ses doigts, enflés, meurtris, soigneusement bandés. Il réagissait lentement, mais il réagissait. C'était déjà une victoire. Au bout du couloir, il pouvait sentir l'odeur du café, du vrai café. Pas celui brûlé des stations-service ou des refuges, mais quelque chose de plus riche, de plus constant. Son estomac se noua, pas exactement de faim, mais d'incertitude. Rester plus d'une nuit changeait la donne. Il se leva, enfila le sweat à capuche qu'on lui avait donné et sortit. La pièce principale semblait différente à la lumière du jour, moins mystérieuse, plus humaine.
Des outils accrochés au mur, de tables usées, des tasses à moitié vides, des gens vacants à leurs occupations sans s'arrêter pour le regarder. Cela avait aussi son importance. Une femme leva les yeux du comptoir. Vous avez dormi? Il haussa les épaules. Un peu, dit-elle en hochant de la tête. C'est mieux que rien. Un bol glissa vers lui. Des flocons d'avoine, des fruits, de la vapeur qui s'élevait comme une promesse. Personne ne lui dit de manger. Personne ne regardait pour voir s'il le ferait. Il mangea quand même. À mi-chemin, l'homme, le père de la fille, entra par une porte latérale. Il n'avait plus de veste, juste une chemise usée et l'air de quelqu'un qui n'avait pas assez dormi, mais qui avait cessé de faire semblant de pouvoir le faire. Ils se regardèrent. Au début, aucun des deux ne parla. Tu peux partir quand tu veux, dit finalement l'homme, non pas comme un rappel, mais comme une constatation. Le garçon acquiesça. Je sais. Les flics sont passés tout à l'heure, continua l'homme. Ils posent des questions, mais ils ne font pas encore pression. Le garçon serra les mâchoires. Ils finissent toujours par faire pression. Oui, acquiesça l'homme. C'est pourquoi je voulais que tu sois réveillé avant que cela n'arrive. Le garçon finit son repas lentement. Tu vas me forcer à parler? Non, répondit l'homme, mais je vais te dire ce qui va se passer. Le garçon se pencha légèrement en arrière. D'accord, ils diront que tu es courageux, dit l'homme. Ils diront que tu es un héros. Puis ils te demanderont pourquoi tu étais près de la rivière la nuit. Pourquoi tu as couru? Pourquoi tu n'as pas d'adresse fixe? Et quand les réponses ne correspondront pas à leurs critères, ils essaieront de te placer quelque part jusqu'à ce que ce soit le cas. Les doigts du garçon se crispèrent inconsciemment. C'est justement ce que je ne veux pas. Je sais, répéta l'homme. C'est pourquoi cette partie est importante. Il glissa un dossier sur la table. Il ne le poussa pas vers lui. Il le posa simplement là. Qu'est-ce que c'est? Demanda le garçon. Des options, répondit l'homme. Pas des ordres. Le garçon ne le toucha pas. Il y a un avocat qui travaille avec des enfants qui ne font pas confiance aux institutions, continua l'homme. Il y a un médecin qui n'appellera pas les services sociaux à moins que tu ne le demandes. Il y a un programme scolaire qui n'utilise pas l'assiduité comme une arme. Le garçon laissa échapper un petit soupir sans humour. Ça a l'air cher, dit l'homme en le regardant dans les yeux. Ça l'est, répondit le garçon en se raidissant. Je ne l'ai pas sauvé pour qu'on l'achète. Je sais, dit calmement l'homme, et ce n'est pas un paiement. On dirait bien, répondit l'homme sans se discuter. On dirait une intervention, parce que c'est le cas. Le silence s'éternisa. Le garçon fixait le dossier comme s'il allait le mordre. Et si je partais maintenant? Alors je dirais aux flics que tu as refusé de rester, dit l'homme, et je le ferai. Et tu ne me suivras pas? Non. Et tu n'enverras personne? Non. Le garçon chercha des failles dans son visage. Il n'en trouva aucune. Pourquoi faites-vous cela? Demanda-t-il doucement. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où la lumière du soleil traversait le sol en ligne nette. Parce que j'ai enterré des amis, dit-il finalement, et parce que j'ai failli enterrer ma fille, et parce que je sais ce qui arrive aux enfants qui survivent à des choses qu'ils ne devraient pas survivre et qui sont ensuite traités comme des problèmes plutôt que comme des personnes. Le garçon déglutit. Tu ne me dois pas ta loyauté, ajouta l'homme. Tu ne me dois pas ta gratitude. Tu ne me dois rien. Alors que veux-tu? Demanda le garçon. La voix de l'homme resta calme. Je veux que tu ne disparaisses pas simplement parce que le monde ne sait pas quoi faire de toi. Cela le frappa plus durement que tout le reste. Dehors, des moteurs se mirent en marche, un, puis un autre. Les moteurs partaient, s'éloignant vers leur propre vie. Pas de rassemblement, pas de regard. Le garçon le remarqua. Ils partent, dit-il. Oui, répondit l'homme. Volontairement. Le garçon se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda les motos disparaître dans différentes rues. Ils me font confiance, dit-il. L'homme acquiesça. C'est le risque. Le garçon se retourna. Je ne fais pas facilement confiance. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses, dit l'homme. Le garçon expira longuement et calmement. Je ne resterai pas éternellement, dit-il. Je sais. Je ne m'engage dans rien. Je sais. Et si cela devient une pression, une vraie pression, je m'en vais. L'homme croisa son regard. C'est juste. Le garçon regarda à nouveau le dossier. Puis il se rassit. Aidez-moi simplement à leur parler, dit-il, pour que je ne sois pas englouti. L'homme acquiesça une fois. Pas de sourire,
Pas de triomphe, juste de l'acceptation. D'accord, dit-il, nous ferons comme vous le souhaitez. Le garçon se pencha en arrière sur sa chaise, épuisé d'une nouvelle manière. Dehors, la ville continuait de vivre, inconsciente du fait qu'elle avait failli perdre 2 vies au lieu d'une seule. Et pour la première fois depuis la rivière, le garçon ne pensait pas à comment s'enfuir. Il pensait à comment rester debout sans se noyer. La réunion n'eut pas lieu dans un tribunal. Cela le surprit. Pas de bancs en bois, pas de drapeau, pas de sceau du juge accroché au mur. Juste une salle de conférence municipale qui sentait légèrement le café et le désinfectant, avec une longue table, une boîte de mouchoirs que personne ne touchait et des néons qui bourdonnaient comme s'ils en avaient assez de faire semblant d'être neutres. Le garçon était assis près du bout de la table, les mains soigneusement jointes devant lui, les bandages propres, le sweat à capuche fermée, le dos droit, sans défiance, sans petitesse. En face de lui se trouvaient 3 personnes. Un détective qu'il avait brièvement aperçu près de la rivière, une femme des services sociaux au regard attentif, un cahier fermé à la main, et un homme en costume sobre qui s'était présenté simplement comme l'avocat. Derrière le garçon, mais pas assez près pour l'étouffer, se tenait le motard, le père de la fille. Pas de cuir aujourd'hui, pas d'écusson, juste une présence immobile. Nous vous remercions d'être venu volontairement, dit l'homme en costume. Le garçon acquiesça. Je ne voulais pas que vous veniez me chercher. Cela suscita un éclair de surprise. Très bien, dit l'homme, nous allons vous poser quelques questions. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Le garçon jeta un coup d'œil en arrière. Le motard acquiesça à peine. D'accord, dit le garçon. Le détective prit la parole en premier. Raconte-nous ce qui s'est passé à la rivière. Commence où tu veux. Le garçon n'embellit pas les faits. Il ne dramatisa pas. Il parla de la glissière de sécurité, de l'angle de la voiture, de la façon dont l'eau s'était calmée juste après avoir englouti les phares. Il décrivit la pression, la porte qui ne s'ouvrait pas, le verre qui lui coupait les mains. Il ne parla pas de peur. Il parla de timing. Quand il eut terminé, la pièce était silencieuse. « Tu n'as pas appelé le 911, dit doucement la femme des services sociaux. Le garçon la regarda. Je n'avais pas de téléphone. Et après mon départ, il a ajouté « parce que rester aurait entraîné des questions. Et les questions signifient des endroits que je ne peux pas quitter. » L'homme en costume s'est légèrement penché en arrière. « Tu comprends comment cela peut être perçu. » « Oui, a répondu le garçon, mais je comprends aussi ce qui se serait passé si j'étais resté dans l'eau 10 secondes de plus. » Le détective a hoché la tête une fois. Le médecin a dit la même chose. La femme ouvrit son carnet pour la première fois. « Où as-tu séjourné? » Le garçon hésita, son ancien réflexe refaisant surface. Le motard prit la parole, d'une voix calme et posée. « Vous n'avez pas besoin d'une adresse. Il ne se cache pas. Il fait un choix. » La femme marqua une pause, puis referma son carnet. « Très bien, c'était important. Que voulez-vous qu'il se passe maintenant? » demanda l'homme en costume. Le garçon fronça légèrement les sourcils. « Je ne veux pas être pris en charge. » L'homme attendit. « Je ne veux pas être placé quelque part parce que c'est plus facile pour la paperasse, » continua le garçon. « Je ne veux pas disparaître dans un système qui appelle cela de l'aide. » Un silence s'ensuivit. « Et que voulez-vous à la place? » demanda la femme. Le garçon réfléchit attentivement. « Je veux du temps et je veux décider où je vais sans être poursuivi. » L'homme en costume acquiesça lentement. « C'est raisonnable. » Cela semblait étrange d'entendre ce mot appliqué à lui. À l'extérieur de la pièce, des voix se déplaçaient dans le couloir. Des téléphones sonnaient. Une porte se ferma. La ville continuait de fonctionner. « Nous devrons documenter cela, dit le détective. Mais il n'y a pas de mandat, pas d'accusation. Tu n'as pas d'ennui. » Le garçon expira, un souffle qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il retenait. La femme croisa son regard. « Tu vas beaucoup entendre le mot « héros ». Je n'en veux pas, dit immédiatement le garçon. Elle acquiesça. Je m'en doutais. La rencontre se termina sans cérémonie. Pas de menottes, pas de conditions, juste une compréhension tacite que les choses s'étaient déroulées différemment de d'habitude. Dans le couloir, le moteur marchait à ses côtés, ni devant, ni derrière. « Tu t'en es bien sorti, » dit-il doucement. Le garçon secoua la tête. « J'ai juste dit la vérité.
Exactement, répondit l'homme. Ils sortirent dans la pâle lumière de l'après-midi. Le froid s'était adouci juste assez pour qu'on sente qu'ils s'en allaient au lieu d'arriver. Quelques motos étaient garées de l'autre côté de la rue, pas il semble, pas en train de surveiller, juste là. Le garçon le remarqua. Ils ne nous surveillent pas, dit-il. Non, répondit le moteur, ils nous font confiance. Le garçon déglutit. La confiance lui semblait encore fragile. Ils marchèrent en silence pendant un moment. Elle demande de tes nouvelles, finit par dire le moteur. Pas ton nom, juste si tu vas bien. Le garçon détourna le regard. Dis-lui que oui. Je le ferai. Ils s'arrêtèrent au bord du trottoir. Tu n'es pas des nôtres. Le moteur dit, tu n'as jamais été des nôtres. Le garçon acquiesça. Bien. Mais l'homme ajouta, tu n'es plus invisible non plus. Cela le toucha plus durement qu'il ne l'avait prévu. Le garçon baissa les yeux vers ses mains bandées, puis regarda la rue où les gens passaient sans le remarquer, sans savoir à quel point il avait failli disparaître dans la rivière. Je ne sais pas comment être vu, dit-il doucement. Le moteur ne se précipita pas pour répondre. Tu apprends de la même manière que tu apprends à survivre. Le garçon prit une inspiration et fit un pas en avant, sans s'éloigner cette fois-ci. Pour la première fois depuis l'incident dans la rivière, il n'avait plus l'impression que le monde se refermait sur lui. Il avait de l'impression que le monde restait immobile assez longtemps pour lui permettre de choisir où se positionner. Le soir venu, la ville commença à riposter. Pas avec des sirènes, mais avec de l'inquiétude. Elle se manifesta sous forme d'appels téléphoniques et de formulations prudentes. Un superviseur qui voulait des nouvelles, un service qui demandait s'il était vraiment nécessaire de laisser les choses en suspens, une suggestion douce, polie, selon laquelle tout le monde pourrait peut-être convenir que le garçon avait fait une bonne action et passer à autre chose. Le motard écouta tout cela sans interrompre. À la fin de l'appel, il ne jeta pas le téléphone et ne jura pas. Il le posa simplement sur le comptoir et regarda le garçon. Il commence à se sentir mal à l'aise, dit-il. Le garçon acquiesça. C'est à ce moment-là qu'il commence à fermer les portes. Oui, acquiesça le motard, et à en ouvrir les mauvaises. Dehors, une pluie fine et régulière avait commencé à tomber. Elle nettoyait la rue sans la changer, rappelant à quel point il était facile pour les choses de retrouver leur apparence normale. Le garçon s'assit sur le bord du canapé, sa veste fermée, les mains jointes. Ils vont me demander pourquoi j'étais près de la rivière, pourquoi j'ai couru, pourquoi je ne suis pas resté. Ils le font déjà, dit le moteur. Et quand ils n'aiment pas les réponses, le moteur s'appuya contre le comptoir. Alors ils essaieront de décider à ta place. Le garçon expira lentement. C'est ce que j'essaie d'éviter. Je sais, dit le moteur. C'est pourquoi nous ne les évitons pas. Cela fit lever les yeux au garçon. Vous ne les évitez pas? Demanda-t-il. Non, répondit le moteur. Nous allons nous tenir là où ils peuvent nous voir, calmement, clairement. Le garçon fronça les sourcils. Ça ressemble à de la pression. C'est vrai, dit le moteur, mais pas le genre qui te piège. Cette nuit-là, la pression arriva en personne. On frappa à la porte, calmement, posément, comme si on s'attendait à ce qu'on réponde. Deux personnes se tenaient dehors, l'une des services sociaux, l'autre du service juridique. Toutes deux étaient habillées comme si elles travaillaient dans des bureaux aux murs de verre et à la température contrôlée. Nous sommes ici pour discuter, dit la femme à propos des prochaines étapes. Le moteur s'écarta sans bloquer l'entrée. Entrez. Le garçon resta où il était. La femme lui jeta un coup d'œil, puis se tourna vers le moteur. Nous voulons nous assurer que cette situation ne s'aggrave pas. Le moteur acquiesça. Nous aussi. L'homme en costume s'éclaircit la gorge. On craint que le garçon soit influencé, que les décisions soient prises sur le plan émotionnel. Le garçon sentit sa mâchoire se crisper. Le moteur n'éleva pas la voix. Il a sauvé ma fille. Ce n'est pas une émotion, c'est une action. La femme esquissa un sourire. Et nous lui en sommes reconnaissants. Mais la gratitude ne remplace pas la structure. Le garçon parla avant que le moteur n'ait pu le faire. C'est la structure qui m'a enfermé dans des pièces dont je ne pouvais pas sortir. Un silence s'ensuivit. La femme le regarda plus attentivement. Tu as peur du système. Le garçon secoua la tête. J'ai peur de disparaître à l'intérieur. L'homme en costume croisa les mains. Personne ne veut cela. Ce n'est pas vrai, dit le garçon doucement. Certaines personnes le veulent parce que c'est plus facile. Le moteur observait l'échange sans intervenir, sans le secourir. C'était important.
Que veux-tu? Demanda la femme. Le garçon répondit sans hésiter. Du temps et le droit de partir si cela commence à ressembler à une cage. L'homme en costume acquiesça lentement. C'est inhabituel. Le motard haussa les épaules. Tout comme sortir un enfant de l'eau glacée. Une autre pause. Nous pouvons mettre en place un plan temporaire, dit la femme. Volontaire. Pas de placement forcé. Des contrôles réguliers. Le garçon plissa les yeux. Et si je dis non plus tard, alors vous direz non, répondit-elle. Et nous le documenterons. C'était nouveau. Le moteur se pencha légèrement en avant. Mettez cela par écrit. L'homme en costume hésita, puis acquiesça. Nous pouvons le faire. La pluie dehors s'intensifia, frappant plus fort contre les fenêtres. Après leur départ, la maison semblait plus calme, mais pas vide. Le garçon se leva et fit un pas, puis s'arrêta. Ils ont peur de vous. Le moteur secoua la tête. Ils ont peur des témoins. Le garçon regarda à nouveau ses mains, se souvenant du poids de la fille lorsqu'il l'avait sortie de l'eau. Je n'avais pas prévu d'en être un. Personne ne le prévoit, dit le motard. C'est généralement comme ça que ça se passe. Plus tard dans la nuit, le motard le conduisit à l'hôpital, non pas par l'entrée principale, mais par un couloir latéral qui sentait le désinfectant et l'urgence silencieuse. Une infirmière leur fit signe de passer sans poser de questions. La fille était réveillée, légèrement assise, le teint revenu. Quand elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent, non pas de peur, mais de reconnaissance. « Tu es revenu, dit-elle. Le garçon haussa les épaules, mal à l'aise. « Je venais juste vérifier. » Elle examina ses mains. « Elles ont l'air mieux. »« Oui, dit-il. Elles iront mieux. » Elle sourit faiblement. « Tu ne vas pas retourner à la rivière, n'est-ce que pas? » Il marqua une pause. « Pas ce soir. » Cela sembla la satisfaire. Le moteur les observait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, sans rien dire. Alors qu'il partait, le garçon jeta un dernier regard en arrière. Pour la première fois, l'hôpital ne lui semblait pas être un endroit où tout s'arrêtait. Il lui semblait plutôt être un endroit où quelque chose avait été interrompu. Dehors, la pluie s'était calmée. La ville n'avait pas fini de pousser, mais elle apprenait que cette fois, le sol ripostait aussi. La pression arriva le lendemain matin sous la forme d'une aide. Elle arriva tôt, avant que le café ne soit prêt, avant que la ville n'ait décidé quel genre de journée elle allait être. 2 voitures s'arrêtèrent de l'autre côté de la rue. Pas ensemble, pas marquées. Les moteurs tournaient au ralenti comme s'ils n'avaient nulle part où aller. Le garçon les remarqua immédiatement. « Ils sont là, dit-il. » Le moteur ne leva pas les yeux du comptoir. « Je sais, ils n'ont pas frappé. » « Ils ne le feront pas, » répondit le moteur. « Pas encore. » En milieu de matinée, les appels reprirent. Des voix différentes cette fois, plus douces, plus prudentes. Des mots comme transition et structure de soutien flottaient dans la pièce, cherchant à atterrir dans un endroit sûr. Le garçon était assis au bord de la table, les mains enroulées autour d'une tasse qu'il n'avait pas touchée. « Ils veulent me déplacer. »« Oui, dit le moteur. Quelque part de façon temporaire, un endroit qui fait bonne impression sur le papier. Et puis, ça deviendra permanent si tu arrêtes de résister. » Le garçon acquiesça lentement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les coups à la porte finirent par retentir juste avant midi. Pas fort, pas agressif, le genre de coup destiné à paraître raisonnable. Le motard ouvrit la porte. 2 personnes se tenaient en homme, l'une des services sociaux, l'autre du service juridique. Toutes 2 souriant comme le font les gens lorsqu'ils ont besoin d'une coopération sans résistance. « Nous voulons juste discuter, » dit la femme. Le garçon ne bougea pas. Ils s'assirent à la table de la cuisine, les papiers soigneusement disposés, les mains jointes, la voix calme. « Ce n'est pas une punition, » dit l'homme du service juridique. « C'est une protection, » dit le garçon en riant doucement. « Contre quoi? »« Contre l'instabilité, » répondit la femme. « Contre l'attention. Contre le fait d'être au milieu de quelque chose qui te dépasse. » Le moteur se cala dans sa chaise. Il ne s'était pas mis au milieu. C'était la rivière qui l'avait fait. La femme acquiesça avec compassion. « Et nous vous en sommes reconnaissants. Vraiment, mais la gratitude ne supprime pas le risque. » Le garçon regarda les papiers sans les toucher. « Vous avez peur que je dise quelque chose de mal. »« Nous avons peur que vous soyez dépassé, » dit rapidement l'homme. « Non, » corrigea le garçon. « Vous avez peur que je ne dise pas ce que vous voulez entendre. » Le silence s'installa. Le moteur n'interrompit pas.
C'est pour ça que vous voulez que je sois dans un endroit calme, continua le garçon. Un endroit contrôlé, soupira la femme. Nous voulons que vous soyez en sécurité. Le garçon croisa son regard. Les gens en sécurité ne peuvent pas partir. Cela eut plus d'impact qu'il ne l'avait prévu. L'homme du service juridique s'éclaircit la gorge. Nous pouvons rendre cela volontaire. Le moteur se pencha en avant. Alors mettez par écrit qu'il peut partir. Sans délai, sans révision. L'homme hésita. Mettez-le par écrit, répéta le moteur. Le garçon regarda leur visage changer. Le calcul remplaçait la confiance. Nous avons besoin d'une autorisation, dit la femme. Alors obtenez-la, répondit le garçon. Sinon, je ne vais nulle part. Ils partirent sans toucher à leur dossier. Les voitures de l'autre côté de la rue restèrent là. Dans l'après-midi, l'hôpital appela. La fille voulait le revoir. Il y alla. Elle était maintenant assise, les joues colorées, les cheveux tressés maladroitement par une infirmière qui, de toute évidence, ne tressait pas souvent. « Tu es toujours là, » dit-elle en le voyant. « Pour l'instant, » répondit-il. Elle hocha la tête, satisfaite. « C'est bien. » Elle le regarda longuement. « Ils ne t'emmèneront pas, n'est-ce pas ?» Il hésita. Le moteur répondit à sa place. « Pas sans son accord. » La fille sembla réfléchir à cela. « Bien. Tu ne disparais pas facilement. » Le garçon sourit faiblement. « Avant, oui. Quand ils quittèrent l'hôpital, le moteur l'arrêta près de la voiture. « Ils vont mettre plus de pression demain, dit-il. » Le garçon acquiesça. « Alors je serai là demain. » Le moteur l'observa. « Tu n'as pas à te battre seul. » Le garçon secoua la tête. « Je ne me bats pas, je résiste. » Cette nuit-là, les voitures de l'autre côté de la rue finirent par partir, non pas parce que la pression avait cessé, mais parce qu'elle s'était déplacée. Quelque part en centre-ville, des documents avaient changé de main. Le langage s'était adouci. Des conditions ont été ajoutées et supprimées. Le genre de changement qui ne se produisent que lorsque la résistance ne faiblit pas. Le garçon était allongé, éveillé dans sa petite chambre, fixant le plafond. Pendant des années, tous les systèmes qu'il avait connus l'avaient déplacé sans lui demander son avis. Ce soir-là, ils avaient essayé. Et pour la première fois, ils n'avaient pas réussi. Demain ne serait pas plus facile, mais ce serait son jour. L'offre est arrivée tard dans la nuit, non pas par email, ni par téléphone, mais par coursier. Une enveloppe ordinaire glissa dans la fente de la boîte aux lettres et atterrit sur le sol avec un léger bruit sourd. Pas de logo, pas d'adresse de retour, juste attendez. Le moteur ne la ramassa pas tout de suite. Il resta debout devant elle pendant un long moment, les bras croisés, observant la pièce plutôt que le papier. Le garçon était assis sur le bord du canapé, ses bottes encore aux pieds, regardant l'enveloppe comme si elle allait bouger toute seule. « C'est tout ?» demanda le garçon. « C'est déjà ça, » répondit le moteur. Il l'ouvrit lentement, comme on le fait quand on sait déjà que le contenu ne sera pas bon. Il la lut une fois, puis une deuxième fois, plus attentivement. « Ils veulent que ça s'arrête, » dit-il. Le garçon ne demanda pas comment. Il le savait déjà. « Une résolution discrète, » continua le moteur. « Placement temporaire, surveillance, aucune reconnaissance de faute. Ils appellent ça une victoire pour tout le monde. » « Et moi ?» demanda le garçon. Le moteur le regarda. « Tu deviens un paragraphe. » Le garçon acquiesça. « C'est bien ce que je pensais. » Dehors, la pluie tambourinait contre les fenêtres, légère mais persistante, comme si la ville leur rappelait qu'elle était toujours là, toujours en mouvement. « Ils offrent une protection, » ajouta le moteur. Le garçon ricana doucement. « Contre quoi ?»« Contre la tension, » dit le moteur, « contre le fait d'être gênant. » Le garçon se pencha en arrière et fixa le plafond. « Je n'ai pas sauté dans cette rivière pour disparaître dans la paperasse. »« Je sais, » dit le moteur. « Ils diront que c'est pour mon bien, » continua le garçon. « Ils le disent toujours. »« Oui, » répondit le moteur, « et ils le penseront vraiment. C'est ça le problème. » Un silence s'installa entre eux, pesant, mais pas hostile. « Que se passera-t-il si je refuse ?» demanda le garçon. Le moteur replia la lettre et la remit dans l'enveloppe. Demain sera plus difficile. Le garçon esquissa un sourire. Demain serait toujours difficile. Le moteur l'observa longuement. Tu comprends ce que cela implique? Le garçon soutint son regard. Je comprends ce qu'implique le fait de fuir. Une nouvelle pause. Je ne veux pas de presse, dit le garçon. Je ne veux pas d'interview. Je ne veux pas être un symbole. Tu ne le seras pas,
répondit le moteur. Pas si je peux l'éviter. Et je ne veux pas que tu te battes pour moi, ajouta le garçon. Je veux qu'il l'entende de ma bouche. L'expression du moteur changea légèrement. Ce n'était ni de la surprise, ni de la peur. Du respect. Tu es sûr? Demanda-t-il. Le garçon acquiesça. J'en ai assez que les autres parlent à ma place. Ils se rendirent à nouveau à l'hôpital, tard dans la nuit, à travers des rues calmes lavées par la pluie. Pas d'entrée latérale cette fois-ci. Pas de précipitation. La jeune fille était réveillée, assise, une couverture drapée sur les épaules. Lorsqu'elle le vit, son visage s'illumina d'une manière qui lui serra la poitrine de manière inattendue. « Tu es toujours là, dit-elle. »« Pour l'instant, répondit-il. » Elle l'observa sérieusement. « Ils ne t'ont pas fait fuir. »« Pas encore, acquiesça-t-elle, satisfaite. Il s'assit à côté du lit, prenant soin de ne pas l'envahir. « Ils vont peut-être te poser des questions, dit-il doucement. Elle fronça les sourcils. « J'ai déjà répondu. »« Je sais, dit-il. Je voulais juste que tu le saches. Tout ce que tu diras ira. » Elle le regarda longuement, puis tendit la main et toucha sa manche, un léger ancrage. « Tu ne m'as pas abandonné, dit-elle, alors je ne mentirai pas. » Le moteur observait depuis l'embrasure de la porte, sans rien dire. Lorsqu'ils quittèrent la pièce, le garçon s'arrêta dans le couloir et le regarda. « Je vais dire non. » Le moteur acquiesça. Je me doutais qu'ils allaient insister. « Oui, ils vont peut-être essayer de me faire peur. Ils le feront. » Le garçon prit une inspiration, lente et contrôlée. « Alors je leur dirai la vérité. Toute la vérité. » La voix du motard était calme. « Tu ne seras pas seul. » Le lendemain matin, l'enveloppe était toujours sur la table, non ouverte, indécise. Les téléphones sonneraient, des réunions seraient organisées, les mots seraient choisis avec soin pour minimiser les dégâts. Mais une chose avait déjà échappé à leur contrôle. Le garçon avait cessé de fuir, et les systèmes basés sur la fuite des gens n'avaient pas de bonne réponse à cela. Le matin ne ressemblait pas à une victoire. Il ressemblait à une pause. Le garçon se tenait sur les marches arrière, une tasse de café réchauffant ses mains, regardant le brouillard se lever lentement au-dessus de la rivière au loin. L'eau semblait calme maintenant, presque inoffensive, comme si elle n'avait pas essayé de tuer quelqu'un la veille. Il savait que ce n'était pas le cas. À l'intérieur de la maison, des voix se déplaçaient doucement. Pas de dispute, pas d'urgence, juste des gens qui cohabitaient dans le même espace sans essayer de le contrôler. Le moteur sortit à ses côtés, sa veste zippée, les yeux fixés sur la même étendue de ciel gris. « Ils viennent reculer, dit-il. » Le garçon ne le regarda pas. « Pour combien de temps? »« Assez longtemps pour que cela ait de l'importance, » répondit le moteur. « Ils ont consigné ton refus. Volontaire, clair, sans placement. » Le garçon acquiesça d'un signe de tête. Il avait appris à ne pas se fier aux mots qui semblaient définitifs. « Et la fille? » demanda-t-il. « Elle déménage dans un logement temporaire cet après-midi, » répondit le moteur. « Près de l'hôpital, des gens qui ne pressent pas les enfants, des gens qui sont attentifs. »« C'est bien, » dit le garçon doucement. Ils restèrent en silencieux pendant un moment, écoutant la ville se réveiller. Des voitures démarraient, un train sifflait au loin, les bruits ordinaires d'un monde qui avait failli perdre 2 vies sans même le savoir. « Je ne reste pas, » finit par dire le garçon. Le moteur ne réagit pas. « Je sais, je n'ai pas ma place ici, » continua le garçon, « et je n'ai pas ma place chez toi. » Le moteur acquiesça. « Tant mieux, tu ne devrais pas. » Le garçon lui jeta alors un regard. « Mais je ne veux pas disparaître à nouveau non plus. »« C'est différent, » dit le moteur, « et c'est à toi de décider. » Ils se rendirent à l'hôpital une dernière fois avant midi. Pas de porte dérobée, pas de raccourci, ils entrèrent comme tout le monde. La fille était maintenant assise, le teint revenu, les cheveux tirés en une tresse lâche. Quand elle le vit, elle sourit. Pas un grand sourire, pas un sourire dramatique, un sourire sincère. « Tu es venu, dit-elle. » Il haussa les épaules. « Je te l'avais dit. » Elle l'observa attentivement, comme si elle voulait mémoriser quelque chose d'important. « Tu n'es pas obligé de revenir si tu ne veux pas, » dit-il en hochant la tête. « Je sais, mais tu pourrais, » ajouta-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. « Oui, » dit-il finalement. « Peut-être. » Elle tendit la main et toucha sa main juste à l'endroit où le bandage s'arrêtait. Doucement, sans crainte. « Merci, dit-elle.
Pas fort, sans émotion, juste sincèrement. C'était plus difficile à accepter que tout le reste. Quand ils quittèrent la chambre, le moteur s'arrêta dans le couloir. Tu ne lui dois pas d'avenir, dit-il. Ni à moi, répondit le garçon en secouant la tête. Je sais, mais tu nous as donné du temps à tous les deux, ajouta le moteur. Dehors, le jour s'était complètement levé. La lumière du soleil traversait les nuages et les traînées pâles se reflétant sur le bitume humide. Quelques motos passèrent au bout de la rue. Les motards partaient dans différentes directions. Sans regarder, sans attendre, le garçon comprit que la confiance ne ressemblait pas à des gens qui restaient. Elle ressemblait à des gens qui partaient sans s'inquiéter que vous disparaissiez. Ils restèrent près de la voiture. Je vais marcher, dit le garçon. Le moteur lui tendit un morceau de papier plié. C'est un numéro, un avocat, pas le mien. Quelqu'un qui comprend les enfants qui ne trouvent leur place nulle part. Le garçon le prit. Tu n'essayes pas de me garder près de toi. Non, répondit le moteur. J'essaie de m'assurer que tu ne seras pas seul quand je ne serai pas là. Le garçon glissa le papier dans sa poche. Il se retourna et s'engagea dans la rue, son sac à dos léger sur les épaules. D'un pas assuré. Il ne se précipita pas. Il ne regarda pas derrière lui. À mi-chemin, il s'arrêta et se retourna. « Vous savez, dit-il, je n'ai pas sauté dans cette rivière parce qu'elle était votre fille. » Le moteur croisa son regard. « Je sais, je l'ai fait parce qu'elle était là. Je le sais aussi. » Le garçon hocha la tête et continua à marcher. Au bord de la rivière, l'eau continuait de couler, emportant avec elle des morceaux de glace brisés et des reflets du ciel qui ne restaient jamais longtemps les mêmes. La route qui la longeait s'étendait dans les deux directions, ouverte et indifférente. Pour la première fois, cela ne semblait pas être une menace. Cela semblait être un choix. Le moteur regarda le garçon disparaître au détour du virage, puis se retourna vers la maison, vers sa propre vie, changée d'une manière qu'il n'avait pas besoin d'expliquer. La justice n'avait pas rugi. Elle ne s'était pas annoncée. Elle était arrivée tranquillement dans l'eau froide, dans un garçon qui n'avait pas détourné le regard, et dans une centaine de moteurs qui n'avaient pas eu besoin de démarrer pour changer quoi que ce soit. La rivière continuait de couler. La route restait ouverte, et quelque part devant lui, un garçon en fuite marchait, n'était plus invisible, ne courait plus, avançait simplement à son rythme vers ce qui allait suivre.